Le film commence avec un homme qui raconte un monde dans lequel les humains ont évolué pour devenir des êtres incapables de mentir. Par conséquent, tout le monde dit la vérité, y compris les mendiants, les hommes d'affaires et même le président bien-aimé. L'homme présente Marc Bellison comme un perdant qui est sur le point de changer sa chance en racontant le premier mensonge du monde. Marc aborde une belle femme, Anna, pour l'emmener à un premier rendez-vous. Anna constate avec frustration que Marc l'a dérangée alors qu'elle se donnait du plaisir. Elle fait également remarquer que Marc est en avance et qu'il doit l'attendre pour se préparer. Marc s'inquiète du fait qu'il ne peut s'offrir qu'un restaurant moins cher. Il dit aussi que son patron va probablement le licencier la semaine suivante et qu'il n'a pas d'actifs financiers bien qu'il ait plus de 40 ans. Anna descend et déclare qu'elle ne trouve pas Marc assez séduisant. Marc, qui a l'habitude de recevoir ce genre d'attention de la part des femmes, soupire tandis qu'elle quitte la pièce. Ils entrent ensuite dans un restaurant où le serveur est également très honnête avec eux. Il fait remarquer qu'Anna n'est pas à la hauteur de Marc et lui demande si elle est sa fille. Marc, gêné, le remercie et lui demande de partir. Il demande ensuite à Anna de parler d'elle. Elle répond qu'elle a un travail bien rémunéré et que sa vie est prospère. Elle reçoit un coup de téléphone de sa mère qui lui dit que Marc n'est pas beau et ne gagne pas bien sa vie. À la question de sa mère, Anna répond qu'elle n'a pas l'intention de l'embrasser ni de partager son lit ce soir. Au moment de partir, Marc remercie Anna de l'avoir reçu. La scène se déroule dans le studio de lecture film, où un homme montre l'histoire de Napoléon. Lorsque Marc apparaît, l'homme le présente au public comme le scénariste de la société. Marc les accueille avec un sourire qui se transforme rapidement en embarras lorsque l'homme annonce candidement que Marc est l'un des employés les moins performants et qu'il sera bientôt licencié. Marc entre dans le bureau et se fait taquiner par sa collègue, Shelly, pour son incompétence. Le patron, Anthony, sort et licencie Marc pour ses écrits pathétiques sur la peste noire. Au même moment, Marc découvre le courrier d'Anna indiquant que, bien qu'elle apprécie sa compagnie, elle n'est pas intéressée par lui en raison de son apparence génétique, de sa situation financière et de sa position dans la vie, qui sont les facteurs déterminants pour épouser quelqu'un. Shelly met du sel dans les plaies de Marc avec son honnêteté, en disant que la meilleure partie du message concerne son apparence. Alors que Marc quitte son bureau, Shelly et Brad, le concurrent de Marc, disent qu'ils ont toujours détesté que Marc travaille avec eux. Brad déclare également que Marc sera toujours un perdant. Marc entre dans une maison de retraite qui, dans ce monde, s'appelle un endroit triste pour les vieillards sans espoir. Il est là pour voir sa mère, Martha Bellison. Il annonce à Martha qu'il a perdu son emploi. Il lui fait remarquer que sa mère est également une perdante et qu'ils sont issus d'une longue lignée de perdants. Plus tard, à la maison, le propriétaire de Marc lui demande son loyer. Après que Marc lui a fait part de sa situation, le propriétaire lui donne un jour pour sortir ses affaires de la maison, car il n'est plus en mesure de payer le loyer. Marc se rend à la banque pour clôturer son compte et retirer tout l'argent qu'il possède. La femme l'informe qu'elle ne peut pas l'aider à clôturer le compte car le système est en panne, mais qu'elle peut lui donner de l'argent. Elle lui demande alors le montant de ses économies, puisqu'ils ne peuvent pas voir à travers le système. Le cœur battant, Marc répond qu'il veut 800 $. À ce moment-là, le système se remet en marche et le caissier vérifie son compte, qui ne contient plus que 300 $. La caissière dit que le système était peut-être défectueux et croit plutôt Marc. Elle lui donne 800 $ et s'excuse pour la défaillance du système. Marc est surpris de recevoir la somme qu'il n'avait pas sur son compte et quitte la banque avec un grand sourire. Il paie le loyer et retourne dans sa chambre. Marc, bouleversé, dit à ses amis que son action est insondable. Il vient de découvrir le mensonge, mais ses amis, qui ne connaissent pas ce concept, ne le comprennent pas. Marc teste sa nouvelle compétence en changeant de nom toutes les quelques minutes, mais ses amis le croient toujours. Il demande alors à ses amis ce qu'il ferait en premier s'il pouvait faire n'importe quoi au monde. Greg répond qu'il ferait l'amour avec une fille. Alors, pour essayer, Marc sort et appelle une fille qui passe devant lui. Elle l'ignore d'abord, mais s'arrête dès que Marc évoque la fin du monde si elle ne fait pas l'amour avec lui à ce moment-là. La fille s'empresse d'accompagner Marc, surpris, dans un motel. Une fois sur place, Marc demande à la fille de se présenter, mais celle-ci lui crie qu'ils doivent le faire rapidement pour le bien du monde. Marc est embarrassé et fait semblant de passer un coup de fil à la NASA. Il dit que la NASA a confirmé que la fin du monde n'aura pas lieu et qu'ils ne devraient pas coucher ensemble. Il retourne ensuite voir ses amis et leur demande, apparaître avec une fille, ce qu'il ferait s'il pouvait faire n'importe quoi dans le monde. Incapable de penser à quoi que ce soit, il demande à Marc ce qu'il ferait. Marc répond immédiatement qu'il aurait tout l'argent du monde. Marc et Greg partent ensuite en voiture, tandis que Greg conduit la voiture complètement ivre. Un policier les arrête et tente d'arrêter Greg pour conduite en état d'ivresse. Mais lorsque Marc affirme simplement que son ami n'est pas ivre, le policier le croit. Il s'excuse et quitte les lieux. Les amis entrent dans un casino où Marc insiste pour jouer à la roulette. Il joue sa chance sur le 28,
mais voit que la roulette est marquée 35. Alors, astucieusement, il pointe et mise sur le 35. Puis, sournoisement, il montre du doigt et crie à tout le monde de regarder quelque chose d'inhabituel devant lui. Comme tout le monde détourne le regard, Mark fait glisser sa mise sur le 35 et la réclame. Le croupier ne doute pas de lui et lui remet son prix. De la même manière, Mark triche plusieurs fois et quitte le casino avec une grosse somme. Plus tard, il retrouve dans l'ascenseur son ami Frank, déprimé, qui lui confie qu'il est sur le point de se suicider. Mark réfléchit et dit à Frank qu'il n'a pas besoin de se tuer. Frank le croit et tous deux prévoient de sortir plus tard dans la soirée. Mark utilise la technique qu'il a découverte pour apporter du bonheur dans la vie des gens. Un soir, Mark appelle Anna et lui propose un nouveau rendez-vous. Il lui explique qu'il a changé et qu'Anna doit s'en rendre compte par elle-même. Anna accepte de sortir avec lui pour la dernière fois. Après avoir raccroché le téléphone, Mark allume la télévision et voit une émission de lecture-film dans laquelle le narrateur fait l'éloge de l'écriture de Brad. Mark a une idée et se met à sa table pour écrire une histoire avec ses nouvelles connaissances. Il verse du thé dessus et la fait ressembler à un scénario historique. Mark se rend au Lecture Film Studio et annonce à son patron Anthony qu'il a découvert un scénario historique dans une ancienne caisse posée sur le sol dans un désert. L'écrit contient des récits sur le crash d'un vaisseau spatial géant à Babylone, ce qui attire l'attention d'Anthony. Il demande à ses employés d'écouter le récit historique pendant que Mark le récite. Mark lit que la Terre a été sauvée par des extraterrestres au XIVe siècle. Mark ajoute que le roi extraterrestre a effacé la mémoire des humains pour les empêcher de se souvenir des événements. La dernière phrase du scénario dit que Lecture Film fera un film à succès et que Mark deviendra célèbre et riche. Le lendemain, Mark emmène Anna dans un restaurant de luxe pour leur rendez-vous. Anna félicite Mark d'avoir vendu son scénario et lui pose des questions sur sa famille. Mark lui apprend que son père est alcoolique et que sa mère est dans une maison de retraite. Le lendemain, il a l'intention de la faire sortir de la maison de retraite et de lui acheter un manoir. Mark demande enfin à Anna si elle veut passer sa vie avec lui, puisqu'il est riche et qu'il a réussi. Bien qu'Anna l'apprécie pour sa richesse et son succès, elle le rejette en raison de son apparence et fait remarquer qu'elle ne veut pas que ses enfants soient gros et aient le nez pincé. Déçu, Mark boit une gorgée de son verre et répond à un appel téléphonique. Il découvre que sa mère est dans un état critique et se précipite à l'hôpital. Sur son lit de mort, Martha dit qu'elle a peur de mourir parce que c'est une éternité de néant. Alors que ses signes vitaux diminuent, Mark ment à sa mère en lui disant qu'après sa mort, elle sera dans son endroit préféré, jeune, avec ceux qu'elle aime. Lorsque Martha entend cela, elle sourit avec enthousiasme et meurt bientôt. Le médecin et les infirmières, qui viennent d'entendre Mark parler à sa mère, lui demandent de parler davantage de la vie après la mort. Mais, attristé par cette perte, Mark rentre chez lui avec Anna. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, ils se sourient l'un à l'autre, sachant qu'ils ont dormi sur les épaules l'un de l'autre toute la nuit. Plus tard, Mark se rend chez lui et constate qu'une foule nombreuse se trouve devant lui. Étonné, il passe devant le groupe alors qu'une femme crie son nom. La foule entoure rapidement Mark et l'interroge sur les événements qui se produiront après sa mort. Il réussit à entrer dans la maison et, en allumant la télévision, il voit un journaliste raconter la scène qui se déroule à l'extérieur. Bientôt, Anna arrive chez lui et demande à Mark ce qu'il a dit à sa mère. Il lui raconte tout et Anna le croit immédiatement. Elle insiste pour que Mark dise aux gens tout ce qu'il sait. Bien qu'il soit perdu, Mark prend un stylo et du papier et commence à écrire. Une fois qu'il a terminé, il sort et lit à haute voix à la foule. Il dit qu'il y a un homme dans le ciel qui sait tout. Cet homme offrira aux gens le meilleur manoir, des glaces gratuites et des êtres chers à l'endroit où ils mourront. Il prévient que les personnes qui font de mauvaises choses 3 fois dans leur vie seront placées dans des endroits terribles. Alors que les gens maudissent l'homme dans le ciel pour les événements négatifs qu'il provoque, Mark les convainc qu'il est également responsable de tous les événements positifs qui se produisent dans la vie des gens. L'une des femmes s'avance et demande à Mark comment il sait tout cela. Mark répond que l'homme dans le ciel lui en a parlé et s'en va sous les hurlements de la foule. Les journaux des jours suivants titrent « La NASA à la recherche de l'homme dans le ciel », la baisse de productivité de ceux qui pensent aux demeures après la mort et l'homme dans le ciel responsable des catastrophes et des miracles. Mark se rend au bureau et remet à son patron le scénario de La Peste Noire. Le film est un grand succès et Mark devient riche et célèbre du jour au lendemain. Assis dans un parc, Mark dit à Anna quelle est la personne la plus gentille qu'il ait jamais rencontrée. Anna lui dit également qu'elle apprécie sa compagnie. Ils sont sur le point de s'embrasser, mais Anna recule en imaginant de gros enfants au nez retroussé. Elle lui dit qu'elle l'aime mais qu'elle ne peut pas renoncer à la génétique. Plus tard, Anna se rend chez Mark pour lui remettre une carte et l'informer qu'elle sort avec Brad. Elle lui confie également son intention de coucher avec Brad, ce qui inquiète Mark. Il convainc Anna de ne pas avoir de relation physique avec qui que ce soit avant le mariage. Après avoir dit cela, Mark ouvre sa carte d'anniversaire, qui contient un bon pour partager un lit avec elle. Elle se plaint que, puisqu'ils ne sont pas mariés,
Elle ne pourra pas déroger à la règle. Mark est embarrassé et dit que c'est une honte de gaspiller le bon. Juste à ce moment-là, Brad arrive et emmène Anna dîner. Pendant le dîner, Brad parle de son succès et rabaisse Mark pour son apparence. Alors qu'Anna regarde l'interview de Mark à la télévision, sa mère change de chaîne et dit que Mark ne sera jamais son ami, même s'il parle à l'homme dans le ciel. Anna n'apprécie pas qu'elle parle de Mark de cette façon et affirme qu'il la fait se sentir spéciale. La mère s'oppose fermement à Anna en affirmant que Mark sera toujours un perdant et que ses enfants seront pareils. Elle appelle la Brad à ce moment-là et insiste pour qu'Anna lui parle. Un jour, Anna se présente soudain devant Mark et le trouve hideux avec ses cheveux longs et sa barbe. Elle lui tend le carton d'invitation à son mariage et lui demande d'y assister pour elle. Mark lui demande de ne pas épouser Brad, mais Anna lui répond qu'elle doit le faire car elle a peu de temps pour trouver le partenaire génétique parfait et avoir les enfants qu'elle a toujours désirés. Le jour du mariage d'Anna, Mark se réveille et voit Greg en costume cravate lui offrir un rasoir. Il se coupe la barbe et assiste au mariage. Le prêtre demande aux gens s'ils offrent une meilleure compatibilité génétique. Alors que le silence règne, Mark se lève et déclare qu'Anna est plus heureuse avec lui. Brad demande à son tour à Mark pourquoi Anna est à côté de lui si elle est heureuse avec Mark. Brad dit à Mark de demander à l'homme dans le ciel ce qui est le mieux pour Anna, mais Mark répond qu'Anna sait ce qui est le mieux pour elle. Mark commence à sortir, mais Anna insiste pour qu'il demande à l'homme dans le ciel. Mark finit par avouer qu'il n'y a pas d'homme dans le ciel et qu'il n'a raconté cette histoire que pour soulager sa mère pendant sa mort. Anna lui demande également pourquoi il n'a pas menti pour l'épouser. Mark répond que le mensonge n'aurait servi à rien. À la fin du film, on voit Mark et Anna prendre le petit déjeuner avec leur petit gros, tandis qu'Anna est enceinte de leur deuxième enfant. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.